vérité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. Alter Radio 106.1 FM. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Chaque jour sur Terre. Il se passe en ce moment un dossier particulièrement intéressant qui retient l'attention à travers le monde. C'est bien sûr la question de ce déploiement américain de navires de guerre près des côtes du Venezuela. Un déploiement qui attire, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'attention, non seulement à l'échelle internationale, mais vous le comprendrez, au Venezuela lui-même, alors que le pays réagit essentiellement comme s'il était sous invasion. Nicolás Maduro se prépare en fait à une incursion américaine ou à une tentative de changement de régime. C'est ce qu'il tente c'est de quoi il tente de convaincre la communauté internationale et c'est, disons, son plaidoyer en ce moment. Du côté des États-Unis, on dit qu'on est seulement là pour mener une opération anti-drogue. Ça n'empêche absolument pas la réaction totale et entière du côté du Venezuela, alors qu'on a mobilisé quelques 4,5 millions de miliciens qu'on dit armés et déployés un peu partout à travers le pays et prêts à réagir à une invasion américaine. On parle donc d'environ 8 navires de guerre près des côtes, une capacité amphibie. On ajoute à ça quelques 2500 Marines qui seraient prêts à débarquer. Alors aujourd'hui, je vous propose une analyse du dossier, les implications et dans quelle direction tout ça pourrait se diriger. Je vous propose qu'on fasse la lecture très rapide d'un article du Washington Post qui nous résume les faits des événements. On nous parle donc, les États-Unis envoient 8 navires de guerre au sud pour une mission anti-cartel, ce qui perturbe le Venezuela. L'accumulation de navires de guerre dans la région a suscité des soupçons selon lesquels l'administration Trump pourrait entreprendre une action militaire contre le Venezuela dont le président, Nicolás Maduro, est accusé de diriger un cartel de la drogue. La marine américaine déploie 8 navires de guerre dans les eaux des Caraïbes et du Pacifique à proximité de plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Une augmentation significative pour une région qui a rarement vu une présence aussi importante de navires militaires américains et une action qui a exacerbé les tensions avec le Venezuela voisin. Ces navires font partie, nous dit-on, d'une opération renforcée de lutte contre les stupéfiants visant à mener des missions d'interception de drogue en Amérique latine, a déclaré un responsable de la défense au Washington Post. Cette décision intervient quelques semaines après que des responsables de l'administration Trump ont déclaré étudier des plans de recours à la force militaire contre les cartels de la drogue, ce qui constituerait une escalade majeure de l'implication américaine en Amérique latine. Au total, 3 destroyers, 2 navires de débarquement, un navire d'assaut amphibie, un croiseur et un navire de combat littoral sont présents dans la région ou en route. Chaque destroyer transporte des détachements de Marines et des forces de l'ordre chargés de procéder à des arrestations dans le cadre de contrôle anti-drogue. L'annonce d'un potentiel déploiement de navires de guerre dans la région a suscité des soupçons quant à une possible intervention militaire des États-Unis contre le Venezuela, un adversaire américain dont le président, Nicolás Maduro, est accusé par l'administration Trump de diriger un cartel de la drogue. Ce mois-ci, les États-Unis ont augmenté la prime pour la capture de Maduro pour la 2e fois cette année, la doublant de 25 à 50 millions de dollars. Maduro et ses collaborateurs ont annoncé la mobilisation de 15 000 soldats à la frontière colombienne pour assurer la paix dans la région et ont appelé les Vénézuéliens à s'enrôler dans les milices pour combattre l'Empire.
Les objectifs des États-Unis ne sont probablement pas une invasion, une occupation ou même un renversement du régime depuis l'intérieur. Ce qu'on pourrait imaginer comme scénario, je suis pas en train de vous dire que c'est ce qui se produit, mais c'est parmi les scénarios qu'on étudie et qu'on estime crédibles. Il y aurait la possibilité d'une frappe de décapitation. Il est possible que ce que s'apprêtent à faire les États-Unis, c'est une tentative de se débarrasser du régime Maduro à travers ce qu'on appelle une frappe de décapitation, donc l'élimination systématique et méthodique de tous les hauts placés du régime, tous ceux qui sont près de Maduro, et additionnellement, la famille et les proches du président et de son entourage direct, pour la simple et bonne raison qu'on veut s'assurer qu'une fois que ces frappes seront menées et qu'on nomme un nouveau gouvernement pour le remplacer, personne ne pourrait récupérer la légitimité du régime Maduro, ne pourrait lever la main et dire « je suis son successeur désigné, j'ai la légitimité de le remplacer et donc je vais mener le combat, mener une guérilla contre les Américains au nom du gouvernement vénézuélien ». On veut éviter ça à tout prix et en fait, on a déjà mené des frappes de décapitation par le passé. C'est loin d'être nouveau. Si vous regardez par exemple ce que Israël a fait avec le Hezbollah dans sa guerre contre le Liban il y a quelques mois, on avait fait exactement la même chose. On s'était assuré de frapper l'entièreté du leadership libanais, du leadership du Hezbollah, mes excuses. Et on a tenté la même chose avec l'Iran. On se souvient bien qu'il y avait eu des frappes. On a eu une tentative de frapper, une tentative d'assassinat contre le président Massoud Pezeshkian, le président iranien, qui avait échoué. M. Pezeshkian dit avoir été blessé dans cette tentative d'assassinat. On avait su ça quelques jours après la fin de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran en 2003. Les Américains, bien sûr, avaient comme objectif de décapiter, d'éliminer l'entièreté du régime baptiste de Saddam. Bien sûr, ça a échoué. On a réussi à se débarrasser du régime de Saddam, mais c'est une merveilleuse leçon d'histoire et c'est pourquoi d'ailleurs c'est un artefact historique très intéressant. C'est une belle leçon sur les limites des frappes de décapitation. Parce que certes, oui, absolument, on s'est débarrassé du régime de Saddam, mais on ne s'est pas débarrassé de l'armée. On l'a essentiellement désengagé, on a envoyé tout le monde au chômage dans la rue et ce que ça a créé, c'est une instabilité qui ensuite est revenue mordre les Américains dans le derrière. On a eu une occupation prolongée et un enlisement stratégique qui a été absolument catastrophique et dont on est sorti avec la queue entre les jambes. Alors, sachant tout ça, on a la possibilité absolument d'une frappe de décapitation. Mais si on y va d'une telle stratégie, il faut absolument que les Américains aient fait leur devoir avant. Et c'est là qu'on se pose des questions. Parce qu'avec ces 2500 Marines, absolument, on pourrait décider, par exemple, on n'a pas la capacité d'occuper le pays au complet, mais on a la capacité d'occuper des zones spécifiques, de prendre le contrôle d'installations spécifiques. Une qui me vient en tête particulièrement, c'est ce fameux terminal pétrolier utilisé par le Venezuela, un terminal maritime, donc en mer, qui est utilisé pour exporter le pétrole du Venezuela vers la Chine. En fait, 95% du pétrole produit et exporté par le Venezuela est exporté à destination de la Chine. Vous avez une petite quantité virtuellement humanitaire là, qui est envoyée vers Cuba, de l'ordre de quelques barils par année, mais l'écrasante majorité se dirige vers la Chine et ça embête énormément les Américains. Alors, si on propose demain matin à 2500 Marines de choisir une cible quelque part sur la responsabilité du Venezuela, probablement qu'on commence par ce genre de cible, parce que c'est très facile en termes d'opération militaire, de prendre le contrôle d'un terminal maritime, alors que les Américains ont une supériorité navale, une supériorité aérienne et la capacité de défendre cette prise à travers un blocus une fois que c'est réalisé, de présenter le Venezuela devant le fait accompli. La deuxième option, c'est celle qu'on étudie en ce moment, c'est d'avoir ces 2500 Marines qui occupent quelque part, qui prennent le contrôle d'une installation stratégique. Si on décide de prendre le contrôle de ce terminal pétrolier, eh bien, on peut ensuite négocier. Soit en tenir le contrôle et refuser de le remettre aux Vénézuéliens ensuite et en faire l'exploitation pour soi-même, ou tout simplement le mettre hors service et nuire énormément aux Chinois, ou ensuite négocier avec le Venezuela et lui dire « Écoute, on est prêt à prendre tes installations, mais à la simple et stricte condition que tu cesses d'approvisionner notre rival stratégique en énergie, que tu cesses d'approvisionner la Chine et en plus à rabais. »
Parce que c'est un peu la tactique classique de la Chine. On voit la même chose avec le Venezuela que fait la Chine avec la Corée du Nord et avec l'Iran. On va acheter des matières premières, spécifiquement pour ce qui est du Venezuela et de l'Iran, des hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, à rabais, justement en raison des sanctions américaines. La Chine arrive comme une espèce de prêteur requin en disant « vous êtes sous sanction par Washington, donc personne ne peut vous acheter de votre pétrole. » Super. Nous, on est prêt à prendre le risque. On va prendre la chaleur, mais on va avoir un rabais en conséquence. Alors, Washington, il est possible, c'est parce que je vous le dis, va arriver, possible, on examine les scénarios, possible que Washington tente de prendre le contrôle d'un point stratégique appartenant au Venezuela, probablement des installations pétrolières, probablement le terminal que je vous décris, avec l'intention de négocier, de l'avoir en jeton de négociation. Parce qu'en ce moment, le Venezuela est déjà dans un état de sanctions assez handicapant. Il n'y a pas vraiment de sanctions additionnelles qu'on pourrait ajouter au-delà justement du changement de régime et de la frappe de décapitation ou de l'invasion directe. Donc, pour ce qui est du deuxième scénario, je crois qu'il est plus crédible que le premier. On en vient maintenant au troisième. Que pourraient faire ces 2500 Marines autour de tout ça? Au-delà, bien sûr, d'un autre, on y reviendra un peu plus tard, là, mais de la possibilité de juste de gesticulation, puis qu'on est en train juste de faire de la posture politique. On regarde, pour commencer, les scénarios pragmatiques, réalistes et matériels, où tout ça pourrait se diriger. Les 2500 Marines et leurs navires de soutien pourraient prendre le contrôle de ce qu'on qualifierait de beachhead, donc d'une plage essentiellement, une tête de plage, un point de débarquement qui serait ensuite utilisé pour débarquer des renforts. Vous comprendrez qu'il serait un peu démesuré et mal avisé au sens tactique et stratégique et logistique d'arriver avec 150 000 soldats américains, tous en uniforme, avec les balles dans le fusil, prêts à débarquer. Et naturellement, ça commence pas comme ça. La dernière fois qu'on a vu genre ce débarquement, ça ressemblerait plus à Desert Storm, Desert Shield avec l'Arabie Saoudite et l'Irak, etc. Pour ce qui est du Venezuela, il serait possible de commencer par prendre le contrôle d'une zone limitée, une île ou encore une zone près des côtes, pour ensuite développer le théâtre d'opération et les zones contrôlées par les États-Unis graduellement. On comprend, une supériorité aérienne, une supériorité navale qui permettent de faire un bombardement depuis les airs et depuis la mer et d'assurer essentiellement une domination américaine et qu'il n'y aurait pas vraiment de menace à ces quelques centaines de Marines sur le terrain. Est-ce que c'est crédible ou pas, cette menace? C'est en ce moment, le Venezuela semble nous dire que oui, que ça a l'air sérieux et que ça représente une véritable menace à sa sécurité. En fait, le Venezuela, au cours des dernières heures, a lancé des représentations auprès des Nations Unies, plaidant auprès des Nations Unies, spécifiquement du Conseil de sécurité, qu'on lui vienne en aide et qu'on interdise aux Américains ce déploiement qu'on dit illégal, irresponsable et immoral. C'était les propos de Maduro. Alors donc, du côté du Venezuela, on se prépare vraiment à la totale. On se prépare à une invasion, on se prépare à je ne sais quoi, probablement une tentative de renversement selon Maduro. C'est le scénario qu'on nous dit le plus probable. Du côté des États-Unis, on dit quel déploiement? De quoi vous parlez? On fait comme si de rien n'était, essentiellement. En fait, on a cet article très intéressant qui nous a été publié par le Latin Times qui expose depuis les coulisses la posture américaine. Alors qu'on nous dit, derrière tout cette espèce de branle-bas de combat, tout se passe comme d'habitude. It's business as usual. On a toujours, si on veut, la carotte et le bâton avec Trump. L'exemple que j'utilisais ici à 7 jours sur Terre, chaque jour sur Terre, c'était l'intolérable et l'indésirable. Trump a tendance à présenter l'indésirable et l'intolérable pour vous faire accepter l'indésirable, en vous montrant jusqu'où ça peut aller. On imagine avec le Canada, par exemple, à se dire, on est dans une négociation commerciale avec Ottawa, le Canada, on essaie d'obtenir un certain nombre de concessions de votre part sur les questions économiques, commerciales, d'échanges. Et le Canada dit non. Je veux vous envahir et vous assimiler et faire de vous un 51e État. Alors souvent, on a une discussion soudainement. On est prêt à parler de quoi tu nous parlais sur les enjeux économiques, de quoi sur les questions commerciales. On va parler de ça, là. Alors vous avez cette même tactique qui a été appliquée avec le Danemark, où on essaie de dire essentiellement, vous nous sortez la Chine de cet espace et vous permettez les entreprises américaines de faire de l'investissement dans le milieu des terres rares et des minerais.
Danemark qui dit « hors de question, on est un pays souverain, je vais vous envahir. On va prendre le contrôle du Danemark, puis ça va devenir un État américain aussi. » Soudainement, on a des discussions. Et soudainement, le Danemark décide de prendre des responsabilités en matière de sécurité. Je vous dis pas que quiconque a raison là-dedans. Je vous explique la logique de la négociation avec Trump. C'est systématiquement la même chose. On présente une fenêtre d'intolérable qui serait une menace à la survie même de l'État. Et en alternative, on arrive à accepter l'indésirable en se disant qu'on a sauvé les meubles. Alors, cette tactique de négociation semble être appliquée ici aussi avec le Venezuela, où on vient cogner à la porte avec 8 navires de guerre et quelques milliers de Marines prêts à être déployés avec tous les moyens nécessaires pour être pris crédiblement. On présente l'intolérable. L'indésirable, on ne le connaît pas en ce moment. On ne sait pas qu'est-ce qui a été demandé au Venezuela. Si je me mets à la place des États-Unis, il y a une demande tout à fait raisonnable, ce serait d'arrêter l'approvisionnement énergétique à la Chine. Demande raisonnable. Je ne dis pas que les États-Unis ont raison de demander ça. Je vous dis que ce serait raisonnable dans le contexte géopolitique dans lequel se sont placés les Américains depuis le début de l'administration Trump. La question de la doctrine Monroe. Cette doctrine Monroe, c'est une fameuse doctrine développée au cours des années 1800 par le président Monroe aux États-Unis qui avait postulé que l'entièreté du continent américain, pas juste l'Amérique du Nord, mais bien l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'entièreté du continent relevait de l'influence américaine et qu'aucune autre puissance à travers le monde, on pensait bien sûr à l'époque aux puissances européennes, n'avait le droit d'exercer et de mettre leurs vieilles pattes dans la cour arrière des Américains. Alors, cette doctrine Monroe a été un peu abandonnée depuis quelques années, notamment sous Obama, Biden et même sous la première administration Trump. Et clairement, elle a été reprise sous Trump depuis quelques années. Alors que Trump nous dit... On l'a vu avec Panama, par exemple. On pourrait parler du Groenland, l'inclure dans cette politique étendue de la doctrine Monroe, où on essaie d'avoir une autorité totale. On pourrait parler de la question avec le Canada, sur les questions de gestion frontalière, la sécurité intérieure des États-Unis qu'on attribuait à l'irresponsabilité du Canada sur les questions d'immigration et de trafic de drogue. On essaie vraiment de placer toute l'Amérique au complet sous la responsabilité des Américains. Vous aviez les Chinois qui faisaient chier à Panama. Trump est allé faire quoi? Même chose. Indésirable, intolérable. Les Panaméens ont accepté de négocier avec Washington et d'extraire la possession chinoise pour la rendre à des Américains. On a carrément organisé une transaction pour transférer ça à un propriétaire américain à la demande de Trump. Alors, un des derniers, aujourd'hui, qui fait encore chier Washington depuis très longtemps, à tort ou à raison, prenez pour qui vous voulez dans ce calcul, ce sont des faits. Un qui dérange, c'est Maduro et le Venezuela. Alors il est possible que ce que tentent de faire les États-Unis, c'est de briser cette résistance. Peut-être pas de changer de régime, on est prêt à dealer avec Maduro en passant, ça c'est clair, et on a une preuve très claire de ça. On se rappelle en 2022, début 2022, lorsque les Russes envahissent l'Ukraine, immédiatement, les Américains tentent de mettre sous sanction la Russie et spécifiquement ses exportations d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel. Et un des moyens, un des grands problèmes plutôt qu'on rencontre, c'est qu'on n'a personne pour remplacer cet apport en hydrocarbures qui est essentiel, surtout en Europe, mais plus largement pour la stabilité des marchés internationaux. Donc, les Américains, contre-intuitivement, se mettent à cogner à la porte de tous leurs ennemis que eux-mêmes ont mis sous sanction pour essayer de les convaincre de sortir un peu de pétrole de nulle part et remettre ça sur les marchés internationaux. Et on a donc des négociations lunaires, discrètes, en coulisses, entre les États-Unis et l'Iran pour avoir du pétrole iranien et approvisionner l'Europe. Ensuite, devant l'échec de cette négociation, pas parce que l'Iran voulait pas, mais parce qu'on n'était pas en mesure d'augmenter la production aussi rapidement et notamment de délaisser la Chine au passage. On s'est retourné vers le Venezuela. Et à cette époque, il faut se remettre dans le contexte, on est donc début 2022, vous avez depuis un moment le gouvernement Juan Guaido. Juan Guaido, c'est un président vénézuélien, devrais-je dire, qu'on a nommé depuis l'extérieur. C'est ce qu'on appelait le groupe de Lima. C'est un groupe de pays occidentaux, essentiellement, les pays européens, le Canada, les États-Unis. On a décidé, depuis l'extérieur, de reconnaître un opposant de Maduro comme le président légitime du Venezuela.
on peut discuter longtemps quant à la légitimité de Maduro, à savoir est-ce que c'est le vrai président, etc. On peut avoir des longues discussions là-dessus et probablement que la réponse est non et que Maduro n'est démocratiquement pas un président légitime. Certes, la tentative des pays européens, Canada, États-Unis, n'en était pas moins lunaire de renverser Maduro en disant « Ben, toi, t'es plus président, on a décidé, c'est lui le président. » Il n'avait jamais été élu dans une élection, on n'avait pas plus de légitimité. C'était le président de l'Assemblée nationale, donc il y avait des dispositions constitutionnelles à son avantage, mais il n'y avait pas d'élection où les gens avaient choisi Juan Guaido. Et quand même, pendant des années, on a joué cette mauvaise pièce de théâtre, complètement, comme je dis, lunaire. On était dans des soutes d'astronautes à faire à croire que ce gars qui avait aucun pouvoir, qui était essentiellement juste une pancarte au Venezuela, était le président. Et on lui donnait un budget, on lui donnait l'accès à des ressources du Venezuela qu'on avait bloquées dans nos banques. Et ça mettait le Venezuela en colère. Et donc, au moment de négocier avec Maduro, on reconnaissait encore Guaido. On pouvait même pas discuter avec lui. En théorie, il n'y avait pas d'autorité. Donc, à ce moment, et c'est pour ça que je vous raconte tout ça, on est prêt à négocier avec Maduro. L'administration Biden a choisi de juste prendre Guaido et le lancer sous l'autobus. On a juste fait comme ça, c'était jamais arrivé. Probablement que c'était une demande de Maduro de dire, ben moi je ne discute pas avec vous tant qu'il y a cette histoire de gouvernement fantoche que vous reconnaissez, d'un de mes adversaires qui n'a pas rapport. Et Biden a tout simplement fait comme si c'était jamais arrivé. On a jeté ça en dessous de l'autobus et soudainement, Guaido, bon, je sais pas ce qui lui est arrivé en passant, probablement qu'il y aurait des arrestations puis des procédures pénales additionnelles à tout ça, mais était littéralement dans une tentative de coup d'État et de sabotage du gouvernement sponsorisé par l'Occident jusqu'à ce qu'on l'abandonne. Parce que on voulait le pétrole du Venezuela. Alors, dans cette négociation, ce qu'on a compris, c'est qu'on était prêt à légitimer Maduro comme président tant et aussi longtemps qu'il accepte de nous manger dans la main. C'était vraiment la merveilleuse leçon de cette négociation. Ça nous donnait la preuve explicite. On est prêt à parler avec lui tant et aussi longtemps qu'il nous mange dans la main. Donc aujourd'hui, il est possible que les États-Unis soient prêts à tout mettre l'historique de côté avec le Venezuela pour la simple et bonne raison d'exclure la Chine du calcul énergétique et sortir les pattes de l'influence chinoise de cette sphère de la doctrine Monroe qu'on estime exclusivement américaine de droit et de nécessité. Alors, la question maintenant devient à savoir, est-ce que les Américains ont des cartes cachées? Parce que on regarde tout ce calcul à se dire, bon, il y a peut-être de la gesticulation politique là-dedans de part et d'autre. Hein? On s'entend, pour Maduro, c'est extrêmement payant de dire, les États-Unis s'apprêtent à nous envahir. Moi, je vous défends contre les impérialistes depuis des années. Ça fait des décennies que Maduro et Chavez avant lui proclamaient leur détestation du régime impérialiste américain et comme quoi ils étaient le seul rempart entre le peuple, la révolution bolivarienne et ces fameux impérialistes qui voulaient venir installer un gouvernement pour voler et vider le pays. Et là, aujourd'hui, les Américains viennent vraiment à la porte pour envahir. Alors, politiquement, et même fonctionnellement, Maduro, de mobiliser toute la population, de faire le tambour de guerre, d'animer cette espèce d'esprit de mobilisation et de jusqu'au boutisme et qu'on doit se rallier contre les Américains, si c'est vrai que les États-Unis se préparent à envahir, il a gagné. C'est un bon coup. Et si c'est pas vrai, il a gagné, c'est un bon coup. Il pourra dire, on les a repoussés, c'est à cause de la résistance du peuple, c'est à cause on s'est mobilisés ensemble. Et dans tous les cas, politiquement, c'est très payant pour Maduro. Donc, ça, il faut le comprendre. Autant pour les États-Unis, il y a de la gesticulation et du posturing à travers tout ça. Il y en a énormément du côté du Venezuela aussi. Donc, il faut prendre tout ça avec un grain de sel. La vraie question, on revient à l'enjeu des cartes cachées. Pourquoi je vous en parle? C'est que là, on regarde un calcul en n'ayant pas l'entièreté des éléments dans l'équation. On sait que les Américains ont 2500 Marines, on sait qu'on a quelques navires. On voit du côté du Venezuela un pays qui est très vulnérable et qui déploie au maximum de sa capacité une force de défense. On ne sait pas s'il y a des cartes cachées là-dedans. Est-ce que les Américains ont cultivé, depuis les 40 dernières années, des cellules dormantes à l'intérieur du Venezuela?
Est-ce qu'on a une milice civile qu'on est prêt à activer? Typiquement, c'est comme ça qu'on fait des coups d'État. On n'arrive pas de l'extérieur avec 80 gars, puis on a une baguette magique, puis voilà un nouveau gouvernement. Et c'est qu'on cultive un appui à l'intérieur de la population, qu'on active au moment, au jour J, et on appuie tout ça d'une poussée militaire pour, on donne une petite tape dans le dos de la révolution, si on veut, mais on va pas la faire nous-mêmes. Alors, la vraie question est à savoir, quelles sont les cartes cachées américaines? Est-ce qu'on a ces milices préparées? Est-ce qu'on a des membres de l'opposition qui sont prêts à se lever? Est-ce qu'on a des groupes de la société civile qui ont été organisés en conséquence de ce moment pour prendre le relais de l'influence américaine? Alors tout ça, on ne le sait pas. Les cellules dormantes, est-ce qu'on a des caches d'armes quelque part pour préparer une guérilla du peuple contre son gouvernement? Aucune idée. Additionnellement, il faut faire le même calcul du côté du Venezuela. On ne sait pas s'il y a des cartes cachées. Est-ce que, par exemple, on a eu des livraisons de la part de la Russie pour des drones, des missiles à longue portée. Ça faisait partie des discussions dans les médias russes depuis quelques jours à se dire, vous savez quoi, peut-être qu'on devrait envoyer une couple de missiles longue portée vers Caracas, vers le Venezuela. Comme ça, dans l'éventualité où il était attaqué par les Américains, il serait en mesure de frapper les bases américaines dans les Caraïbes et dans la région. Et là, vous avez les Américains qui sont comme... What? Donc, qu'est-ce que tu viens de dire? Alors, naturellement, il y a une possibilité que oui, le Venezuela ait reçu des livraisons tant par la Russie, par l'Iran, par la Chine, tous des acteurs qui sont très proches du Venezuela stratégiquement, militairement, économiquement parlant, et qui partagent des liens et des intérêts communs, des intérêts croisés à affronter les États-Unis, à faire chier Washington. Donc, on n'a pas l'entièreté du calcul en ce moment et c'est pour ça que je voulais vous soumettre l'entièreté des éléments qu'on a devant nous. Ajoutons quand même les éléments de contexte qui nous ont été donnés par le Washington Post, qui sont très importants. On a une séquence très intéressante, alors que Trump a commencé par, donner le droit aux États-Unis, avant ça même, on a commencé par déclarer les cartels de trafic de drogue comme étant des organisations terroristes. En soi, un geste assez non conventionnel, assez surprenant, parce que normalement, on réserve ce genre d'appellation pour des groupes qui ont un objectif idéologique ou politique. On veut convertir un gouvernement, on veut arriver à la charia, ou peu importe, on a un objectif politique. C'était ça qu'on utilisait pour les cartels, pour les organisations terroristes. Et pourquoi il fallait être prudent? C'est que les Américains, bien sûr, depuis belle lurette, depuis le début de la guerre au terrorisme, et même avant ça, ont développé tout un arsenal d'outils législatifs, légaux, pour faire la guerre aux organisations terroristes qu'on imaginait Al-Qaïda et ISIS, et maintenant qui deviennent le cartel de Sinaloa, Tren de Aragua, et en l'occurrence, le cartel du Soleil, dont on accuse Nicolás Maduro, sans preuve d'ailleurs, d'être le chef du cartel. Alors, vous voyez la séquence. On commence par dire, ce sont des groupes terroristes. Ensuite, Trump autorise le Pentagone à frapper les cartels. On avait en tête le Mexique, mais subséquemment, on nomme Maduro à la tête d'un cartel, on double la récompense et vous avez ce déploiement majeur aux côtes du Venezuela. Alors, et on nous dit que c'est motivé pourquoi? Pour la lutte contre la drogue. Une opération renforcée d'interdiction de la drogue. Alors, est-ce qu'on essaie de faire un peu comme on a fait avec Noriega essentiellement? On essaie de le présenter comme le chef d'un cartel de drogue qui organise le trafic vers l'Amérique du Nord et donc, c'est une opération anti-drogue limitée, c'est pas une guerre. Et là-dessus, il y a des enjeux politiques, c'est clair. Un changement de régime serait risqué et extrêmement difficile à porter pour Trump dans une élection. Lui qui se dit le président de paix, le président qui veut autant que possible sortir des guerres et des conflits, on vient faire l'inverse. Ne soyons pas naïfs, Trump serait amplement en mesure de jouer le spin inverse, comme quoi il est le libérateur du peuple vénézuélien. Il faut pas être insensible à ça, dans l'État local de Trump, là où il passe le plus clair de son temps, l'essentiel de la communauté, de la diaspora vénézuélienne qui a fui le régime depuis les dernières décennies, fui le régime Chavez, le régime Maduro, et qui se retrouvent en Floride, et qui sont extrêmement vocaux quant à l'urgence de remplacer, de renverser le régime Maduro et de redonner la liberté au peuple vénézuélien. Donc, est-ce que Trump pourrait être sensible à ces appels? Il faut pas complètement évacuer ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas uniquement des gens qui seraient en colère dans l'éventualité d'un renversement.
Beaucoup de républicains diraient que c'est une victoire énorme contre la Chine, contre la Russie, qu'on a sorti l'influence des adversaires, qu'on a repris le contrôle sur l'Amérique, qu'on a éliminé un cartel. Inquiétez-vous pas pour la politique, elle se fera d'elle-même dans l'éventualité d'une opération.